de Saint Bernard de Clairvaux, qui est un très grand thaumaturge, un admirable prédicateur, un fabricant de bons papes, et en même temps un homme qui a su louer la Vierge superbement. Donc tout ça, je vous le rappelle. Mais pour que vous compreniez mes imprécations, j'ajouterai qu'il passe pour le précurseur de Calvin, et que Calvin l'a réclamé pour son précurseur et patron. Pourquoi? Et c'est là où je me sépare respectueusement de Saint Bernard de Clairvaux. Il a eu avec les Clunisiens une épouvantable querelle, car il leur reprochait leur luxe et leur dissipation. Il ne pouvait admettre qu'ils changeassent de chemise tous les mois, jugeant que c'était là un raffinement scandaleux. Et quelques autres de ce genre. Saint Bernard également ne pouvait tolérer, bien qu'elle fût sublime, cette merveilleuse architecture clunisienne, et c'était un des sujets, un de mes griefs les plus graves. Il est arrivé à créer un style nouveau qui, dans son genre, est très beau, mais que moi j'aime beaucoup moins, qui est le style cistercien, sur lequel Madame la Marquise Maillet-Latour-Landry a fait un très beau livre en 2 volumes. Mais ces églises, si vous voulez prendre Pontigny, sont d'une nudité et d'une sécheresse qui préparent les temples calvinistes. En dehors de cela, il s'est montré extrêmement dur avec Abélard, et il s'est montré dur dans d'autres occasions où, au contraire, Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, était un homme ouvert et bon, car c'est en fin de compte à Cluny que ce pauvre Abélard, qui avait été privé de ce à quoi Luther tenait tant, a fini sa vie entouré, je ne dirais pas de respect, mais du moins de pitié. Et pour vous dire jusqu'à quel extrême d'ascétisme Saint Bernard, qui était un saint homme, je vous le rappelle, a été, il semble être mort du fait que pendant les dernières années de sa vie, il ne mangeait guère que les herbes et les racines d'herbes qu'il ramassait autour de lui. Je l'admire, mais encore une fois, maintenant vous avez compris pourquoi sur certains points je me permets de le critiquer, car je n'admire pas non plus Calvin. Calvin était pourtant quelque chose d'estimable puisqu'il était un gars de Schnorr. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un gars de Schnorr. Toutes les personnes qui sont nées dans la région nord de la France ont droit au titre de gars de Schnorr. Eh bien, Calvin, étant né à Noyon, qui était une ville du nord de la France, le 10 juillet 1509, était un gars de Schnorr, mais on ne l'aurait pas pris pour un gars de Schnorr, on l'aurait pris pour un méridional. Il avait un grand nez tout droit, de grands yeux noirs, le teint brun noir, les cheveux noirs, la moustache noire et tombante, la barbe noire et pointue, et avec ça, presque pas de corps, et tout de même, si l'on pouvait dire que quand Luther faisait un sermon, on voyait brinque-baller sa grève de droite et de gauche, on pouvait dire aussi que quand Calvin faisait un sermon, on entendait ses os cliqueter de droite et de gauche. Donc vous le voyez, c'était absolument l'antithèse entre les deux hommes. Mais après tout, il a d'abord commencé par être un petit enfant. Il a été un petit enfant d'une famille riche, heureuse et fortunée. Car Noyon est dans une région riche, une région de belle culture. Et la cathédrale de Noyon, le chapitre de la cathédrale, possédait beaucoup des terres autour de cette cathédrale. Donc, le chapitre était fort riche. Or, le père de Calvin a été d'abord notaire de la cathédrale, c'est-à-dire qu'il inscrivait les actes qu'il faisait. Ensuite, greffier de l'officialité, c'est-à-dire greffier de leur tribunal religieux. Et troisièmement, promoteur, ce qui était une fonction particulière à cette époque-là, et qui lui donnait un rôle important dans la vie du chapitre. Il avait tellement d'argent que quand son petit garçon
a eu 10 ans, il a pu tout de même lui avoir un petit bénéfice. C'est tout de même très gentil pour un papa de penser à son fils et de lui donner un bénéfice à l'âge de 10 ans. Le quart d'une chapelle qui s'appelle Gésine. Donc le petit garçon, comme il avait également une maman très riche, Madame Lefranc, René Lefranc, le petit garçon a vécu dans un grand bien-être, un grand bien-être dont il avait besoin, parce qu'il n'était pas bien portant. Il était studieux, il était pieux, il était travailleur, pas très joueur. Il n'a jamais su jouer, pas très rieur, il n'a jamais su rire, pas très gai, il n'a jamais su être gai, mais il était en somme un bon petit garçon pour ce qui va des études et pour ce qui va de la piété. Et son père a pensé qu'il pourrait en faire un prêtre qui serait un bon prêtre, puisque en somme, le père était bien placé pour l'aider et le pousser dans la hiérarchie ecclésiastique, et que d'autre part, le petit garçon, comme il l'a dit ensuite, pour lui-même, était si obstinément adonné aux superstitions de la papauté, entendez, aux exercices de piété, qu'il était bien malaisé qu'on pût le tirer de ce bourbier profond. Ainsi, derrière ce pathos, vous voyez que c'était un bon petit garçon, un peu anormalement sage, un peu anormalement travailleur, pas très bien portant, mais tout de même intelligent, studieux et ayant beaucoup d'avenir grâce à l'argent de maman, à l'aide de papa et à l'intelligence de lui-même. Au milieu de tout ça, il commença par faire ses études jusqu'à l'âge de 14 ans dans une école de Noyon qui était bonne, parce que les gens du Nord en France sont studieux et travailleurs. Donc, il a travaillé dans un petit collège qui s'appelait le Collège des Capettes à Noyon. Il était de bon esprit, d'une promptitude naturelle à concevoir et extrêmement studieux quant à l'étude. Ainsi, quand arrive à l'âge de 14 ans, le père n'hésita pas à l'envoyer à Paris. Le Paris de 1523 était une ville bruyante, agitée et parcourue de courants de toutes sortes. Il y avait d'abord, sous le roi très brillant, qui s'appelait François Ier, mais qui n'a presque jamais résidé à Paris, parce qu'il résidait toujours sur les bords de la Loire. Il aimait mieux être à la campagne qu'à Paris. Il avait bien raison qu'à Paris était sale, enfumé, sentait mauvais, et les gens ne s'y lavaient pas, tandis que le long de la Loire, on se baignait quelque chose. Donc, Paris était tout de même une ville resserrée sur elle-même, mais une ville avant tout intellectuelle et juridique. Le petit jeune homme, à 14 ans, se préparait à être ecclésiastique et à faire sa théologie. Mais au milieu du tumulte que faisait la guerre entre la France et l'Empire, car François Ier était le grand rival de Charles Quint, et en 1515, il avait, comme vous le savez, gagné la bataille de Marignan, qui lui avait donné tout le Milanais, et qui avait fait affluer en France et à Paris beaucoup d'argent. C'était une époque également où se produisait une réaction anti-luthérienne. Après un premier succès des thèses de Luther, de 1516 à 1522, l'opinion française se ressaisissait et la Sorbonne réagissait violemment, et l'on voyait les premiers bûchers se dresser à Paris pour les luthériens. Et l'un des compatriotes de Calvin, qui s'appelait Bourquin, précisément, fut mis en prison, pas encore tout à fait brûlé, mais enfin, c'était pour l'avenir. Pendant ce temps-là, cependant, le roi, qui avait signé avec Rome un concordat en 1516, était cependant très libéral. Il aurait voulu que son pays fût calme et uni, et c'était la Sorbonne, c'était le Parlement qui poursuivait les protestants, mais ce n'était pas lui. Et sa sœur était même plus que libérale. Dans son premier mariage, elle avait épousé le marquis d'Alençon, et elle était déjà très libre d'idées. On peut dire qu'elle était plus qu'à mi-chemin du protestantisme. Il y avait donc en France, à la cour, une
tendance, je ne dirais pas à couvrir, mais quelque peu à protéger les protestants. Enfin, ça doit être à cette époque-là que Calvin eut les premières idées du protestantisme, parce qu'il avait un cousin qui est devenu assez fameux ensuite grâce à ses écrits. Il s'appelait Pierre-Robert Olivetan et qui a été l'un des protestants français de l'époque. Donc, comme il était le cousin proche de Calvin, le jeune Calvin, entre 14 et 17 ans, a dû à ce moment-là entendre parler du protestantisme, ou du moins du luthéranisme. Mais le jeune Calvin était un esprit très froid. C'était un homme calculateur et travailleur. Et il ne semble pas qu'à cette époque-là, il ait été encore très impressionné. Ce n'est que la première crise de sa vie. Tout de même, cette crise va l'amener à renoncer à toute vocation religieuse catholique. Sans doute cela tient-il aussi aux difficultés que son père commençait à avoir avec le chapitre de la vie de Noyon. Le père avait d'abord été très intime, naturellement, et très cordial, mais il avait profité de sa situation et il avait fait tonsurer son fils. Il voulait le pousser en servant du chapitre, mais enfin, au bout d'un certain temps, il avait peut-être trop profité, lui, du chapitre. Il y a eu une querelle d'argent entre lui et le chapitre, et à partir de 1526, les relations sont devenues tellement tendues, tellement dures, que la famille Noyon, la famille Calvin, a rompu avec le chapitre. Pourtant, le petit jeune homme avait cessé ses études à Paris, au collège de la Marche d'abord, où il avait suivi les cours du grammairien Cordier. Ensuite, il avait été au collège de Montagu, où il avait suivi les cours de Noël Beda, qui était le grand professeur de l'époque, hostile à la fois aux humanistes et aux protestants, et lui qui va constamment lutter d'une part contre Erasme et d'autre part contre Luther. Et là, il avait lu d'un Scott, Saint Bonaventure et Saint Thomas d'Aquin, dont il avait profité moins pour son esprit que pour son mécanisme. Car si vous étudiez les livres de Calvin, vous verriez que le mécanisme mental de Calvin est un mécanisme mental très scolastique. Donc, il avait beaucoup appris. Et son père avait réussi, malgré sa brouille avec le chapitre, à lui procurer une cure, le bénéfice d'une cure à Saint-Martin de Marteville, qu'il changea en 1529 pour une plus grasse à Pont-l'Évêque. C'était un jeune homme grave, sévère, travailleur, quelquefois sombre, mais toujours très digne et très pieux. Seulement, à ce moment-là, il quitte donc complètement la théologie, qu'il avait étudiée assez sérieusement, et il commence à faire son droit. C'est le moment où il se lance dans une autre voie, comme s'il allait devenir un juriste qui, à cette époque-là, rapportait beaucoup d'argent. Il commence à se tourner également à se tourner vers le protestantisme. Car il voit de plus en plus les milieux protestants et il fréquente les professeurs protestants. Après avoir été à Paris, il quitte Paris pour aller à Orléans. À Orléans, là, après avoir été un peu malade et été à Noyon, il rencontre celui qui a décidé de son orientation morale, qui s'appelait Melchior Volmar. Melchior Volmar était un de ces luthériens de la première volée qui était assez libre, parce qu'au fond Voltaire, pas voltairien, luthérien de la première volée, qui était très libre, parce qu'au fond Luther savait très bien détruire, mais il ne savait pas très bien construire. Et Luther était un intuitif, et Luther ressemblait à un tribun qui en
emporte et entraîne les foules. Il n'était pas le contraire de Savonarole, mais comme Savonarole, beaucoup moins créateur que Savonarole, lequel ressemblait en même temps à Voltaire et à Calvin. Donc, Luther avait créé une première volée de professeurs et de prédicateurs qui se croyaient tous aussi savants que des papes, qui avaient la même autorité que des papes, mais qui chacun avait sa petite doctrine en marge de celle de Luther. Volmar avait la sienne, mais Volmar était un homme extrêmement doué, et c'était un merveilleux professeur de grec. Or, l'esprit de Calvin était un esprit très curieux, beaucoup plus curieux, beaucoup plus approfondissant que l'esprit de Luther. Et il s'est donc entiché de Volmar, et il a suivi Volmar. Et il a été avec Volmar à Bourges, cette très belle ville, vous savez, qui avait été ornée, enrichie par le séjour de Charles VII quand il était dauphin, avant qu'il n'apparût Jeanne d'Arc, et qui est une ville encore maintenant extrêmement belle, pleine de monuments. C'est donc là que Luther a pris conscience de sa révolte, en même temps qu'il apprenait le grec d'une façon très approfondie, car il sut très bien le français naturellement, le latin, le grec et un petit peu d'hébreu, pas assez pour l'écrire couramment, mais assez pour le lire dans la Bible. De tout cela, il ressort, voyez-vous, qu'il était en même temps entré dans le protestantisme et qu'il était déjà quelque chose comme un érudit. C'est dans cette France du XVIe siècle, à la fois protestante, érudite, catholique, conquérante, pleine de vie, pleine d'animation, passionnément épris de l'art et de la beauté intellectuelle, qu'il s'est développé. Donc, à ce moment-là, il se rapproche du protestantisme. Et Melchior Volmar lui donne l'habitude de la négation, puis c'est une époque où l'Occident subissait beaucoup l'influence germanique. À Spire, en 1529, les princes allemands étaient venus réclamer à Charles Quint la liberté pour le protestantisme. Ils avaient même formulé plus nettement que Luther le côté positif du protestantisme. Et en 1530, grâce à Melanchthon, beaucoup plus qu'à Luther, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé l'autre semaine, avait été élaborée la confession d'Augsbourg, dont je vous parlerai plus tard, qui donnait une forme concrète à la révolte de Luther. Tout cela impressionnait le jeune homme. Et Calvin, qui était un esprit systématique, un homme d'ordre au fond, se rendait compte du désordre et du besoin d'ordre qui existait parmi les réformés. Car la querelle entre Luther et Zwingli, les querelles entre Zwingli, Bucer et Luther, toutes ces polémiques contradictoires, distrayaient les forces des réformés et les empêchaient de faire un bloc solide en face de l'affirmation catholique et de la tradition catholique. C'est cela dont Luther ne s'était jamais rendu compte, mais c'est cela dont Calvin se rendit compte. Et sa révolte mentale ne fut pas, comme la révolte de Luther, une révolution de bouillonnement, ce fut une révolution de réflexion. Chez lui, sous l'influence de Volmar, il a senti qu'il y avait place dans le mouvement nouveau pour quelqu'un de radicalement différent de Luther. Il a senti qu'il pouvait être lui aussi un prophète, et un prophète de l'ordre dans la révolte au lieu d'être un prophète du désordre dans la révolte. C'est à partir de ce moment-là et d'une façon très systématique qu'il s'est mis à se construire lui-même, car il se rendait bien compte qu'il n'était pas encore l'homme qu'il voulait être et l'homme qui seul serait capable de réaliser son programme. Donc, il a continué à étudier. Il reste froid. Il retourne à Paris. Et cette fois-là, il ne fait plus ni du droit, ni de la théologie, et il se met à faire de la littérature, avec Danès et Bataille, qui étaient des humanistes fameux. C'est également le moment où il écrit son premier travail en latin. C'est une étude sur un essai de Sénèque. Et cette étude convenable
elle n'est pas tout à fait remarquable. C'est une étude d'un bon élève, d'un bon professeur, mais il n'y a rien là de très original. Son latin est bon, sa pensée est nette, mais elle n'est ni très originale, ni très forte. À cette époque-là, François Ier, qui, une fois, je vous le redis, étant un roi militaire, mais pacifique à l'intérieur de son royaume, il avait besoin de l'unité de son royaume, François Ier avait conçu un grand plan. Il voulait réconcilier les réformés avec Rome. Et comme il était en assez bon terme avec le Saint-Père, qui à ce moment-là était brouillé avec Charles Quint, il espérait, en utilisant les réformés les plus sages, et le plus sage et réformé, celui qui était peut-être le plus intelligent et le plus constructeur, était un homme qui était prédicateur de Strasbourg et qui s'appelait Martin Bucer. Donc, François Ier, en se servant de Bucer, espérait arriver à un modus vivendi qui réconcilierait les calvinistes, les luthériens avec le Saint-Siège et qui empêcherait les querelles de devenir aussi sanglantes qu'elles menaçaient de l'être et qui empêcherait l'État, qui permettrait à l'État de ne pas prendre position avec la violence qu'il serait obligé de prendre dans d'autres cas. Profitant de cette période de calme, en ce moment-là, Calvin a voyagé. Il a été à droite et à gauche et il s'est rendu compte davantage de ce qu'était la France. Car après tout, il connaissait bien le nord, la région de Noyon, et il connaissait Paris, mais il connaissait les bords de Loire, mais il ne connaissait pas du tout ce qui était sur les bords de Loire. Chez Volmar, il avait vu un petit garçon très gentil, il s'appelait Théodore de Bèze, il devait le retrouver plus tard. Mais c'était très amusant, mais c'était pensable, ce n'était rien encore. Donc, il s'est mis à voyager pour se mettre au courant du pays, pour se renseigner sur les êtres et les gens. Au milieu de tout ça, et malgré son orientation, il gardait encore une sorte de respect pour l'Église. Il gardait pour l'Église un sentiment très profond et très étrange. C'était une sorte de peur de s'engager contre elle. Mais enfin, il va à droite et à gauche, il va à Poitiers, il va à Angoulême, où il avait un ami, puis ensuite il revient à Paris pour travailler. Et là, il prépare un grand discours qu'il ne devait pas prononcer lui-même, mais qui devait être prononcé par le recteur de la Sorbonne, qui s'appelait Coq. Il prépare un beau grand discours qui, au fond, était un discours réformé. On peut dire que c'est le premier discours calviniste qu'il ait écrit. Ce discours devait être prononcé par Copp à l'ouverture de l'université le 1er novembre 1533, en l'église des Mathurins devant tout le corps enseignant. Calvin l'avait fait assez prudent, Copp le rendit un peu plus prudent. Malgré cela, ce fut un tollé. Les professeurs ecclésiastiques et laïcs furent indignés et Copp dut s'enfuir immédiatement et se réfugier à Bâle. Calvin alla passer quelque temps à Noyon. Puis, d'un de ses amis, à cette époque-là, il fit un aveu. Il n'en a pas fait beaucoup dans sa vie, c'est pour ça que je vous signale celui-là. Puisque je suis engagé, je poursuivrai tout outre. Toutefois, si j'avais à recommencer, je ne m'y engagerai jamais. Vous voyez à quel point cet homme était réfléchi. À aucun moment de sa vie, Luther n'a eu des retours sur lui-même. Tandis que là, vous avez chez cet homme un retour sur lui-même qui montre que tout ce qu'il fait, il l'a calculé d'avance. Donc, il retourne
en Angoulême, il revient à Paris après avoir été à Noyon, et il est très bien reçu par Marguerite de Valois, qui était devenue reine de Navarre. Une femme intelligente, pas belle, et qui ensuite a eu sa cour à Nérac, où il réunissait les protestants, et en particulier les gens qui avaient peur, comme Clément Marot et Lefebvre d'Étaples. C'est là qu'elle reçut également Calvin, qui fréquenta tous ces gens distingués. Puis il va en Saintonge voir un de ses amis, Louis du Tillet, qui était curé de Claix, auprès d'Angoulême, et à Angoulême aussi. À cette époque-là, il écrit un livre, ce premier de ses grands livres, qu'il a écrit, le Psychopanicion. C'est un livre sur les âmes et sur l'état des âmes entre la mort et le jugement dernier. Certains théologiens soutenaient qu'entre la mort et le jugement dernier, les âmes dormaient. Calvin n'admet pas cette hypothèse et pense que les âmes ne dorment pas. Et donc il a fait 150 pages très savantes en latin sur ce sujet. Mais en même temps, il prépare son grand livre, celui pour lequel il voulait avoir un bon style et une érudition complète. L'institution chrétienne. Il la prépare d'abord en latin. Il l'écrit en latin. En même temps, il fait de la propagande protestante à droite et à gauche. Après un séjour chez Marguerite d'Angoulême, à Marguerite de Valois, à Nérac, il retourne à Noyon en mars 1934. Et, décidé cette fois-ci à s'engager à fond, il résigne ses bénéfices. Puis à la cathédrale, au cours d'un office, il proteste, d'où tumulte, et on le met en prison, dans la prison du chapitre. Il est libéré le 3 juin et remis en prison le lendemain, où il reste jusqu'au 5 septembre. Aussitôt, il part pour Paris, où il revoit ses amis, où il organise ce qu'il veut faire, et il repart pour Poitiers, où il fait une propagande intense. Seulement à ce moment-là, s'était produit un événement qui changeait tout en France. Cet événement tragique, voulu par la violence protestante, c'est l'affaire des placards, le 18 octobre 1534. Le responsable en est Farel, Guillaume Farel, le plus excité des protestants, qui était originaire des environs du Cap. Pendant la nuit qui précédait donc ce jour-là, à Paris, à la porte de toutes les églises, à la porte de chez tous les notables, sur la table de nuit du roi, et dans toute la région de la Loire, furent affichées des affiches imprimées par les soins de Farel, qui n'étaient qu'une série de blasphèmes, en particulier et surtout contre la messe. Le texte était d'une violence si malpropre que je ne veux pas vous en citer une seule phrase. Il en résultait que la messe était une imposture, que la messe était une infidélité, que la messe était une trahison du Seigneur, etc., etc., etc. En même temps qu'on répandait des chansons grossières contre la messe et le pape, il y en a une, également je ne vous en dirai que le refrain parce que les couplets sont dégoûtants. Le refrain c'était Harry Harry Lan, Harry Harry Lan, Harry Bourricot. Et tout était comme ça, sur ce ton de grossièreté rurale. C'était pour faire une propagande qui fut aussi grossière que possible. Donc, la réaction fut immédiate. Le soulèvement des catholiques dans tout Paris fut un tollé, et le roi fut tellement indigné qu'il ordonna une grande procession dès le dimanche suivant, où lui-même suivait pieds nus le Saint-Sacrement, à travers toute la ville. À partir de ce moment-là, les huguenots, les protestants qui avaient
profitaient d'une certaine tolérance ne rencontrèrent plus aucune tolérance. Et Calvin s'en rendit compte. Tout l'attirail du pouvoir s'oriente contre les protestants qui deviennent les ennemis de l'ordre public. Alors avec son ami Louis du Tillet, il file vers Bâle, puis à Nancy et Strasbourg, où il voit le prédicateur Bucer. Pour ne pas être pris, il se cachait sous le nom de Marcianus Lucanius. Et pendant ce voyage, il fit une halte assez longue à Strasbourg où il prêcha, il termina son livre. Le 23 août 1935, il signait l'épître à François Ier. C'est un livre qui fut le noyau de sa vie, de sa carrière, de sa pensée, et on peut dire l'expression la plus fidèle de son être. Ce livre, pour vous donner une idée de l'importance qu'il y attachait, il le publia, la première édition en mars 1936, à Bâle. Elle ne comprenait que 6 chapitres. Durant sa vie, il donna 6 autres éditions. Et la dernière, celle de 1559, qui était l'édition définitive, comprenait 80 chapitres en 6 livres. La première édition française ne fut publiée qu'en 39, et ensuite, etc. Pour vous donner une idée de l'attitude mentale de Calvin, je ne peux pas encore vous décrire exactement sa doctrine, parce qu'au fond, elle s'est faite petit à petit, et elle s'est complétée durant son séjour à Genève, en face des réalités et des difficultés de la vie. Mais dans ce livre-là, dans la première édition, il y a pourtant un point qui est le point pivot. Calvin, comme Luther, accepte la profession de foi de Nicée et celle de saint Athanase. C'est ça, au point de vue foi, il les accepte toutes les deux. Ensuite, il part des affirmations de Luther, c'est-à-dire le salut par la foi et l'inutilité des œuvres. Mais il va se séparer de Luther sur 2 points capitaux qui sont les sacrements et qui sont l'organisation de l'Église. Pour ce qui est des sacrements, Luther et encore bien plus Melanchthon s'étaient rapprochés de l'Église catholique. Vous savez que Luther affirmait la présence divine, concrète, du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans une hostie où pourtant la substance du pain subsistait. C'était ce que l'on appelait la théorie de l'impanation, je vous l'ai dit l'autre jour. Pour Calvin, ce n'est pas cela. Pas plus que Calvin accepte la théorie de Zwingli, pour laquelle la scène est simplement un symbole qu'il faut évoquer. Voici comment il parle dans son livre de la scène. En cette mesure, qui est la scène, par ce signe et par ce sceau, que le Christ nous fait participants de son corps et de son sang. Le pain et le vin sont signes visibles, lesquels nous représentent le corps et le sang, mais que ce nom de corps et de sang leur est attribué pour ce que sont comme instruments par lesquels le Seigneur Jésus nous les distribue. Donc, en un sens spirituel, nous recevons vraiment le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le Seigneur nous y représente la communion de l'un et de l'autre. Il faut éviter d'approcher de ce Saint-Sacrement avec mépris et nonchalance. Vous voyez la position ambiguë et du reste contradictoire de Calvin. Pour lui, il n'y a pas
présence concrète du Christ dans la scène, ni du corps, ni du sang du Christ. Mais, étant donné que le Christ a dit qu'en prenant la Sainte Seine, on prenait son corps et son sang, il y a présence mystique, concrète du corps et du sang. C'est une formule très ambiguë sur laquelle il est revenu plusieurs fois et qu'il n'a jamais tiré plus au clair que ce que je vous dis. Et il disait encore, la scène est un sacrement. C'est un bon moyen et aide pour nous faire connaître et prospérer en sainteté de vie et singulièrement en charité, etc. Ensuite, il attaque l'idée catholique de communion. Il acceptait également le baptême, mais dans les mêmes conditions. Et il disait dans ce livre que le baptême, comme la scène, nous met en présence et union du Christ. Il y a donc un rapprochement très curieux entre le baptême et la scène. Le livre était construit dans un style un peu long pour nous autres, mais très clair, extrêmement raisonnable et raisonné, et qui continuait la tradition de la scolastique. De bout en bout, Calvin suivait sa pensée et la suivait avec une intransigeance sur laquelle je reviendrai. Pour aujourd'hui, je vais simplement vous donner une preuve de cette intransigeance. L'homme, disait-il, n'est jamais libre. Vous savez que déjà, Luther employait le terme, au lieu du libre arbitre, du serf-arbitre, que je vous donne ici, c'est un terme très caractéristique de la théologie protestante. Au lieu du libre arbitre, le serf-arbitre. Donc, j'en viens à Calvin. Calvin disait, les hommes sont entièrement entre les mains de Dieu. Si Dieu veut les damner, ils sont damnés, quoi qu'ils fassent, et si Dieu veut les sauver, ils sont sauvés, quoi qu'ils fassent. Alors on lui demandait, mais enfin, y a-t-il pas des gens qui ont l'apparence bonne et qui peuvent être damnés? Il dit oui. Et si ces gens-là ont l'apparence bonne et même font de bons actes et sont damnés, c'est que Dieu a voulu les damner. Et que les fautes que commettent ces hommes, c'est Dieu qui les leur a fait commettre, volontairement. Donc, vous voyez, il acceptait de donner à Dieu la responsabilité des actes mauvais chez les hommes. Il poussait jusque-là, je reviendrai un peu plus complètement demain là-dessus, mais aujourd'hui, je voulais vous donner une idée de l'intransigeance et de la logique féroce de Calvin, mais une logique, comme je vous le montrerai, par laquelle il aboutissait à se contredire, parce que ses affirmations étaient tellement entières qu'elles aboutissaient à des impossibilités. Alors, c'était ainsi. Luther, ayant écrit ce livre, eut un immense succès. Pour une fois, dans le milieu réformé, on avait un esprit solide qui disait des choses logiques et que l'on pouvait, d'une façon concrète, comprendre, étudier, assimiler. Toute sa doctrine était donc là. Après avoir publié ce livre à Berne, en très beau style, en très grande force logique, le nœud de sa vie, pour se reposer, il alla chez la duchesse Renée d'Este à Ferrare. Celle-ci était la fille de Louis XII. C'était un bel esprit, et c'était un bel esprit qui flirtait avec les réformés. Elle accueillait à sa cour des réformés tant que son mari le supportait, et puis quand le mari ne supportait plus, tout le monde l'emportait. Donc Luther fut d'abord très bien reçu, Calvin fut d'abord très bien reçu, et se reposa quelque temps, et puis un beau jour, sans tambour ni trompette, il dut partir. Heureusement pour lui, François Ier, essayant toujours de raccommoder les gens,
car toute l'œuvre des Valois jusqu'à un certain point a été une œuvre pour raccommoder des gens. Mais à l'édit de Lyon avait essayé de tolérer les protestants pourvu qu'ils ne fassent pas de désordre. Il rentra donc en France et il en profita uniquement pour liquider tous ses biens. Et pour préparer sa grande action, il rentre en Suisse avec son frère Antoine et sa sœur Marie. Donc il n'avait plus aucun lien avec la France, il était libre, il avait de l'argent et il pouvait faire ce qu'il voulait. Avec son frère et sa sœur, ils vont d'abord à Lyon, surveiller une édition de son livre, et puis il veut aller à Bâle en passant cette fois-ci par Genève, qu'il ne connaissait pas. Il était à l'auberge, quand tout à coup entre un grand homme impétueux et bavard, c'était Guillaume Farel, qui lui dit: Monsieur le prédicateur, vous ne partirez pas pour Bâle, vous resterez ici, et ici vous serez avec moi prédicateur, et ici avec moi nous convertirons cette ville. Calvin s'est un peu débattu parce qu'il avait des affaires à régler à Bâle. Bâle était un grand centre financier, beaucoup plus grand que Genève à cette époque-là. Et il voulait aller à Bâle, mais en fin de compte, Farel a tellement crié, imploré, gueulé, ordonné, que Calvin a cédé, à condition d'aller passer 8 jours à Bâle pour régler ses affaires. Et puis il est revenu. Qu'est-ce que c'était que Genève à cette époque-là? Genève, c'était comme maintenant une très jolie ville, arrosée par le Rhône et l'Arve, avec de belles églises, avec de belles fortifications, et où il y avait un commerce important. Moins important depuis que Lyon était devenu prospère et depuis que la foire de Lyon détrônait celle de Genève. Mais enfin, Genève était encore un centre. Mais Genève était tordue avec ses 20 000 âmes par des querelles épouvantables. Genre, Genève avait été originairement une partie du comté de Savoie, puis du duché de Savoie. Et avait un évêque qui exerçait évidemment aussi une certaine autorité. Autorité du duc, du comte-duc, l'autorité de l'évêque, et puis une bourgeoisie assez véhémente, assez mêlée de gens d'Italie et de France, et très vite, dont une partie fut séduite par la réforme. Et alors il y eut 3 partis. Un parti qu'on appelait les Huguenots, Huguenots. Un parti catholique que les Huguenots appelaient les Mamelus. C'était pas très poli. Et un parti entre les deux qui voulait prier comme ils avaient envie de prier, sans se préoccuper ni des catholiques ni des protestants, qu'on appelait les libertins spirituels. Les libertins, c'était les gens qui ne croyaient à rien, les libertins spirituels, c'était les gens qui croyaient à quelque chose qui leur plaisait à eux. Au fond, comme Calvin et comme Luther, mais qui sans obliger tout le monde de voir comme eux. Alors c'était quelque chose de... Dans ces conditions, vous imaginez les luttes qui sont produites. Mais ces luttes auraient pu être assez égales si la ville de Genève n'avait pas été en somme disputée entre le duc de Savoie et la puissante République de Berne. Berne s'était faite protestante, avait raflé tous les biens de l'Église et en même temps avait raflé une partie des biens des Savoie déjà, car ce que nous appelons le canton de Vaud était autrefois une partie des propriétés de la Savoie, et Berne avait envie de continuer à se nourrir des dépouilles de la Savoie, et donc Berne intriguait à Genève et subventionnait le parti huguenot. Au milieu de tout cela arrivait Farel, qui avait ses idées à lui aussi, ce qui faisait 2 partis de plus, et vous imaginez le tourbillon que ça pouvait faire. Arrive là-dedans Calvin. Et il faut dire qu'il a été tout à fait remarquable parce qu'il était plus dur qu'aucun des autres. Donc, Farel l'arrête.
il se rend tout de suite compte de la situation. Et dès le lendemain de son arrivée, il exige, au début de novembre 1936, il donne au Conseil des 200 un programme qu'il a appelé Articuli. Et je vais vous expliquer ce que c'était que les Articuli, et vous verrez que ce n'était pas quelque chose de banal. Articuli des régiminés ecclésiens, article sur l'organisation de l'Église. Il expliquait ce qu'il voulait être que la scène. Mais, et c'était ça l'article important de ces articles, il exigeait qu'on admit à la scène que des gens dont la vie aurait été contrôlée, et contrôlée par les autorités civiles, qui seraient responsables de la moralité de chaque citoyen. Chaque citoyen devant signer des articles de foi devant un fonctionnaire, sinon on chassait du canton, et il ne pouvait, et s'il ne voulait pas signer, s'il ne voulait pas aller à la scène comme Calvin le voulait, on l'excluait. C'était le bannissement pour tous les autres. Même les protestants, qui étaient influencés par Berne, ont protesté. Mais Calvin avait une telle volonté et une éloquence si dure que le Conseil des 200 fut persuadé et que cette mesure fut votée. Chaque citoyen de Genève, avec famille et enfants, devrait comparaître devant le magistrat de son district, signer la confession rédigée par Calvin sous peine d'être chassé de la ville et de ne plus pouvoir y rentrer. Ceci, voyez-vous, c'était dur pour les gens du pays, et c'était encore plus dur pour cette catégorie d'esprits indépendants qu'étaient les protestants italiens. L'Italie était à ce moment-là la région la plus cultivée d'Europe, en grande majorité catholique et sincèrement catholique, mais il y avait des centres où la tendance à la réforme était très forte, en particulier la jolie petite ville de Lucques. Et il y avait toute une colonie de Lucquois à Genève qui n'avait pas du tout l'intention d'obéir à M. Calvin, qui trouvait que c'était un abus de confiance et quelque chose de révoltant. Ils avaient réussi à faire chasser les catholiques de la ville, mais ils trouvaient de très mauvais goût qu'on les chasse sous prétexte qu'ils n'avaient pas exactement la même foi que M. Calvin. Donc, beaucoup se sont d'abord abstenus d'aller chez les magistrats, mais ils ont été menacés d'exil et la plupart ont cédé, sauf, je vous dis, cette colonie d'Italiens qui a été se fixer en général à Lyon, où elle a eu ses pasteurs, espérant toujours rentrer à Genève, mais d'année en année, ne pouvant pas. Cette première victoire étant remportée, Calvin ne s'arrête pas là. Calvin et Farel exigent désormais l'excommunication de quiconque n'est pas digne de la scène. Et ce serait cette fois-là les ministres qui en seraient les maîtres qui décideraient l'excommunication des citoyens. Le 4 janvier 1537, le Conseil des 200 se réunit et refuse. Le 3 et le 4 février, 4 syndics du Parti de la Liberté sont élus, ce qui met en danger l'autorité de Calvin et de Farel. Aussitôt, un conflit s'engage entre le Conseil et les ministres. Et en même temps, les Bernois, voyant ce désordre, réagissent. Les Bernois avaient installé à Lausanne un prédicateur qui lui aussi se croyait être un petit pape et qui avait sa doctrine à lui, à laquelle il tenait beaucoup. Donc, il commence à, je vous demande pardon, engueuler Farel, qu'il traite d'arianisme. Ensuite, la discussion devient plus précise et un peu moins grossière. Il critique les innovations coupables de Calvin et de Farel. Par exemple, il leur dit « Moi,
je donne la scène, mais avec du pain azime, et vous le donnez avec du pain ordinaire. Inadmissible. De même, moi, j'ai gardé les fonds baptismaux à Lausanne, et vous les avez détruits. De même, vous, Gouja, vous avez supprimé toutes les fêtes. Moi, j'en ai gardé les meilleures, de façon à ce que la population prie un peu plus. Donc, il entre en bataille avec Calvin et avec Farel comme outrant et dégénérant la véritable religion telle que Luther l'avait conçue. La querelle devint tellement violente que Calvin, confiant dans son autorité, a réclamé la réunion d'un synode. Il y en eut bien un, mais pas à Genève. Il eut lieu à Lausanne. Et avant de leur donner la parole, on a employé un procédé très classique des protestants de cette époque-là. On a exigé qu'ils se rallient aux opinions des autres. Alors, ils n'ont rien dit du tout. Ils ont refusé. Ils n'ont pas parlé. À Pâques, le 21 avril 1538, il y a eu des troubles à Genève, dans l'église, qui était notre de Saint-Pierre, où prêchait Calvin, et des troubles dans l'église où prêchait Farel. Des troubles graves. Les gens en sont venus aux mains et se sont battus. Le 22, le Conseil des 200 a voté l'exil de Calvin et de Farel, avec un troisième qui était leur partisan qui s'appelait Courreau. Et le Conseil général, qui a fait du zèle, a ajouté à ce mot, au mot bannissement immédiat de la ville de Genève et de ses territoires, pour le jour même. Il a donc fallu que Calvin, Farel et Gouraud quittent la ville immédiatement. Ainsi, la première expédition de Calvin, qui avait commencé avec éclat, se termine de la façon la plus piteuse. Elle se termine de la façon la plus piteuse parce que il s'est heurté à une autorité politique sur laquelle il n'avait pas d'accès, à l'autorité politique toute puissante de Bâle, car il ne faut pas avoir d'illusions. La réforme en Suisse s'est faite à coups de bâton et à coups d'épée. Si les troupes de Berne n'avaient pas été les plus fortes, les mieux armées, les plus dures, la zone devenue protestante en Suisse serait beaucoup moins grande. Et quand les cantons centraux catholiques se sont armés, la réforme a cessé de s'étendre. Zwingli cherchait à imposer à toute la Suisse par la force, par la guerre, par des batailles acharnées, la religion qu'il prêchait. Il la prêchait avec sa langue et il la prêchait avec ses bras et ses bâtons et ses épées. Le résultat fut inégal puisque, pour lui du moins, il fut tué par un capitaine, je crois, Uranem. Ainsi, Calvin ne s'était pas rendu compte de cela en entrant en Suisse. Ce fut une dure expérience, mais elle lui servit. Parce que lui et Farel commencèrent par aller se réfugier dans la ville de Zurich. Zurich n'avait pas la même puissance politique que Berne. Mais Zurich avait une puissance commerciale encore plus grande. Zurich était en somme la métropole au point de vue économique de la Suisse germanique, et c'est son négoce qui procurait du bien-être à toutes les villes des environs et en particulier à Berne. Donc l'autorité pratique de Zurich sur Berne et l'autorité intellectuelle du même coup, car les deux choses sont très souvent liées, l'autorité de Zurich sur Berne était considérable. Donc, arrivé là, Farel et surtout Calvin se mettent à prêcher, se mettent à voir les bourgeois importants, se mettent à voir les prédicateurs importants et au bout de quelque temps réussissent à les persuader que c'est eux qui ont la bonne cause, que c'est eux qui représentent véritablement
l'avenir de la réforme dans l'ouest de la Suisse, en face du catholicisme menaçant de la France. Ce séjour à Zurich fut une grande adresse au lieu d'être retourné à Bâle où il n'aurait rien fait d'efficace. Parce qu'au bout de quelque temps, les autorités de Zurich entrèrent en contact avec les autorités de Berne et firent comprendre aux autorités de Berne qu'il y avait eu une erreur de leur part de chasser Calvin de Genève et de réclamer avec autant d'acharnement le conformisme entre la religion de Berne et la religion de Genève, que au contraire, s'ils voulaient que la réforme se maintint à Genève, il fallait accepter que ce fût Calvin lui-même qui définit la forme et qui définit l'organisation et qui en devint le patron. C'est dans ces conditions que l'exil de Calvin se transforma en une opération très heureuse. Et c'est cela qui vous montre les diverses qualités de ce Calvin encore jeune, mais déjà engagé à fond. Calvin a un acharnement et une précision dans la polémique qui lui donne une supériorité sur tous les autres prédicateurs. Armé de son livre et de ses définitions, subtiles à la vérité, il arrive à confondre et à intimider des esprits plus lourds, moins souples et moins fins que le sien. Et il arrive à donner l'impression qu'en face des théologiens catholiques qui restent très menaçants et que lui connaît très bien puisqu'il a étudié d'une façon assez précise saint Thomas, c'est lui qui est en somme l'avenir de la réforme dans les régions où la lutte est la plus dure. En effet, après la mort de Zwingli, on verra décliner l'influence de Zwingli, de même qu'après la mort de Luther, l'influence de Luther décline sous l'influence de Melanchthon. La religion protestante luthérienne devient quelque chose d'organiquement beaucoup plus proche du catholicisme. Il y a des évêques, il y a des curés, il y a toute une liturgie très belle, des chants très beaux, et il y a un ton qui rapproche à beaucoup de points de vue le luthéranisme du catholicisme et qui crée entre la conception réformée de l'Allemagne et celle de la Suisse un abîme. Mais sur le plan de l'intelligence, Zwingli était infiniment inférieur à Luther et c'était seul Calvin qui pouvait présenter une thèse et affirmer avec succès en face de ce que pouvait être la contre-attaque luthérienne et la contre-attaque catholique. Je vous montrerai demain comment, ayant ainsi préparé la conquête définitive de Genève, Calvin s'en empara et comment il le fit payer cher aux pauvres malheureux genevois. Avez-vous quelque chose à me demander, messieurs? Je suis votre serviteur pour une minute. Did you understand? Did you understand? Vous avez compris? Vous parlez français, anglais, allemand? The main ideas. Quoi donc? The main ideas. Hey, well, all right. Next time I'll say a little more English than today, because I didn't notice that you were here. Bien. Ça serait une bonne chose pour vous de faire, je vous recommande 2 lectures. Quand vous serez plus vieux, de lire le livre de Calvin. Mais dès maintenant, c'est un livre merveilleux, très bien écrit, très amusant, qui est le meilleur livre de Boston, qui s'appelle L'histoire des variations des églises protestantes. C'est un livre merveilleux. Je pense qu'il est ici, s'il n'est pas ici, vous le lisez. Parce que c'est un livre où Bossuet, pour une fois, a mis de la finesse, de l'esprit, de l'humour, où il a fait des portraits de tous les réformés. Et pour l'instant, en ce moment-ci, voyez-vous, où il y a un abus horrible de l'écuménisme,
ou alors, au contraire, on trouve chez Bossuet l'antidote de tout ça. C'est tellement bien écrit, c'est tellement joli, que c'est une lecture agréable. Eh bien, nous terminerons et nous enterrerons Calvin demain.